Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour, mais c'est notre nouveau jingle. Je suis toujours un peu étonné quand je m'entends et j'ai peur. T'as une nouvelle entrée en matière. Félicitations. Hey, je suis arrivé dans la vie. T'es arrivé à Cube, en tout cas. La décision de la Banque du Canada ce matin, qu'on va confirmer, on dit les taux vont baisser d'un demi-point probablement. Certains disent même que ça pourrait aller jusqu'à 3/4 de point, tellement au Canada, l'inflation semble vaincue. T'es pas certain que ce soit le cas aux États-Unis? Je ne suis pas certain du tout que ce soit le cas aux États-Unis. Je ne suis pas certain que c'est la Banque centrale aux États-Unis qui a réussi à terrasser l'inflation. Je pense que l'immigration est davantage à l'origine de ce problème qui a été en partie réglé d'inflation parce que ça a fait pression sur les salaires, pression à la baisse, on s'entend. Au Canada, on est sous la barre des 2 %. C'est la fête. On dit que la Banque a bien fait son travail. Ils ont été d'ailleurs prompts à monter les taux avant la Fed et aujourd'hui prompts à les réduire, considérant que l'inflation n'est peut-être qu'une mauvaise nouvelle qui s'inscrit dans notre passé et qu'on peut regarder dans le rétroviseur. Alors, je vais être probablement dans le camp minoritaire, mais je pense que l'inflation n'est pas une bataille qui est encore gagnée. Je crois que les banques centrales, évidemment, c'est pas la même chose aux États-Unis, en Europe, et au Canada. Les situations ne sont pas exactement les mêmes, mais je crois que la bataille n'est pas gagnée au Canada et certainement pas aux États-Unis. Et s'il fallait que M. Trump soit élu, la bataille de l'inflation, lui qui montre du doigt justement l'inflation et le pouvoir d'achat comme étant l'enjeu, le rappel, le martel. Et je pense que beaucoup d'électeurs vont choisir de se rallier à cette idée parce que quand on pose la question, êtes-vous mieux aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 4 ans? La réponse pour plusieurs, c'est non. Donc, pourquoi ne pas revenir à la vieille recette? Il se trouve que la vieille recette, si on se fie au programme annoncé, risque d'engendrer de l'inflation. Et c'est sans compter ce qui est dans le tuyau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'augmentations de salaires substantielles qui ont été arrachées. Je le comprends, c'est le rapport de force entre employeurs et employés. Les débardeurs aux États-Unis, c'est un conflit de travail qui n'est pas encore réglé. On l'a partiellement réglé. Tu te rappelles que ça a occupé beaucoup de nos conversations il y a quelques semaines. Ça a été reporté au mois de janvier. On ne voulait pas politiquement, disait-on, après les ouragans, ajouter à la crise une couche supplémentaire. Il y a des enjeux qui ne sont pas réglés sur la robotisation du travail, mais sur les salaires, ils se sont entendus. C'est des augmentations de plus de 50 %. Les pilotes d'Air Canada, inutile de le rappeler, ont réussi à obtenir des conditions de travail exceptionnelles. Boeing, un conflit de travail qui a un impact direct sur l'économie américaine. Ça fait des semaines que l'avionneur est au ralenti, sinon même stoppé. On n'a pas encore une entente qui est parfaitement goupillée, mais on parle d'augmentation de salaire là aussi substantielle. Alors ça vient ajouter à la pression inflationniste beaucoup plus tard parce que ces augmentations de salaire... Le peuple hésite à voir les augmentations de salaire. Ça, les augmentations de salaire, c'est normal. On voit pas ça comme inflationniste. On voit l'inflation, c'est quand le prix monte à l'épicerie, mais quand on obtient 20 % d'augmentation de salaire sur 3 ans, ça, c'est normal. Les gens vont dire, mais ça, c'est pour protéger notre pouvoir d'achat. Or, c'est source d'inflation aussi, là. Si tout le monde a plus d'argent dans ses poches, c'est ça. Mais c'est justement la spirale qui fait qu'à un moment donné, tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Ouais. La pression sur les prix de l'alimentation n'a pas fini non plus d'être accentuée. D'abord parce que je ne crois pas qu'on ait solutionné pour toujours les problèmes d'énergie. En ce moment, il y a une pression à la baisse. On a vu que le conflit au Proche-Orient a un peu fait flamber le cours du pétrole, mais c'est probablement pas réglé parce que l'énergie, dans la transition verte, on en a beaucoup besoin pour produire autre chose, de l'électricité. Mais comment produit-on cette électricité? Aux États-Unis, en tout cas, c'est avec du gaz naturel en grande partie, si on ne veut pas le faire de façon salope. Alors, la question, puis peut-être que je ne serai plus avec toi à l'antenne dans 1 an et demi quand on pourra avoir la réponse sur l'inflation, mais ce matin, je dis peut-être qu'on est vite enthousiaste et qu'on pourrait être surpris que ça vienne nous mordre le derrière à l'horizon. Il y a Donald Trump qui fait chaque jour, il y a eu en fin de semaine Arnold Palmer et la grosseur de son sexe dans les douches. Là. Et donc, il y a des analystes qui se demandent, des observateurs qui se demandent, est-ce que Kamala Harris, en répondant à toutes les affaires bizarres que peut faire Donald Trump, est-ce qu'elle perd l'occasion, elle, de positionner ses propres politiques?
Je pense que tu poses très bien la question et ça commence d'ailleurs à se retrouver même dans une presse qui est généralement favorable aux démocrates et à Mme Harris. Je pense à Politico, à Vox, qui sont deux publications en ligne, mais qui sont conséquentes, qui sont beaucoup lues, qui ont de l'influence et qui soudainement, peut-être parce qu'ils sentent que la tendance en ce moment n'est pas favorable, je parle de tendance dans les intentions de vote qui pourraient s'exprimer le 5 novembre, fait que plusieurs se disent, mais est-ce que Mme Harris a réussi à imposer ce qu'elle était comme alternative à Donald Trump? C'est une vraie question, parce que tous les jours, et on me dit souvent, mais tu parles beaucoup de Donald Trump. Je dis, je parle de Donald Trump parce qu'il fait une chose très, très bien, c'est qu'il impose la conversation du jour. Même si cette conversation nous lève le cœur, même si on pense qu'elle est débile, il réussit à faire en sorte qu'on se définit par opposition à son discours ou du point de vue de ses fans en applaudissant très fort. Mais presque tous les jours, c'est ce qui se passe. C'est arrivé avec M. Palmer, c'est arrivé avec l'affaire du McDo, qui était en fait une photo-op comme tous les politiciens en font, plutôt que de la faire à la fête foraine, en se retroussant les manches puis en flippant des burgers. Il est allé servir des frites, c'est un peu différent, mais à chaque fois, il occupe le territoire et tout le territoire. Le cirque, parce que c'en est un, Donald Trump, fonctionne très bien. Et la question, c'est est-ce que Mme Harris a réussi à faire comprendre pourquoi elle serait une proposition différente, distincte de ce qu'ont été les 4 dernières années. Et à ce jour, je comprends que ça a été plusieurs fois souligné, mais personne n'est satisfait. C'est comme si elle n'avait pas encore réussi à nous donner. Alors, il y a eu un enthousiasme extraordinaire à partir du moment où M. Biden s'est poussé, et on le comprend. On voyait qu'il y avait là une impasse. Mais depuis, est-ce qu'on est monté à l'étage? Est-ce que Mme Harris, et elle pousse beaucoup l'idée qu'à chaque fois que M. Trump fait une déclaration, que c'est indicateur de sa folie, de ce qui déraille, de ce qu'il n'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous. Sauf que pendant ce temps-là, on parle de lui. Oui, puis je pense que l'enjeu, tu peux ne pas avoir de jugement et être cognitivement parfaitement en forme. C'est deux choses. Et cette idée de penser qu'on peut retourner systématiquement son discours, disons, qui n'est pas orthodoxe contre lui, à ce jour, ça n'a pas marché en 2016. Ça n'a pas franchement marché en 2020, même s'il a perdu les élections. Et en ce moment, on a l'impression que ça ne marche pas non plus. Donc, 2 semaines pour imposer une vision et occuper le territoire en disant, voici ce que nous représentons, nous, les démocrates. Il y a Elon Musk, le grand supporter de M. Trump au cours des derniers mois, qui fait un pas de plus, met de l'argent à l'enjeu, des tirages. Le savais-tu? Il y a plusieurs. J'ai vu passer ça parce que j'ai vu des démocrates qui questionnaient la légalité de ça. Qui demandaient est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, c'est un genre de tirage au sort pour tous ceux qui se présentent au rassemblement politique de Elon Musk, parce qu'il fait des grands rassemblements comme Trump en fait, beaucoup en Pennsylvanie. Il avait promis qu'il livrerait la bataille là-bas, dans des théâtres qui souvent, à défaut d'être désaffectés, ne sont plus nécessairement aimés, qui deviennent comme les symboles de régions désindustrialisées, où les industries sont délocalisées. Donc, il occupe ces anciens grands théâtres qui faisaient la fierté des communautés. C'est ce qu'il faisait dimanche. Et à chaque fois, pour ceux qui acceptent de se joindre à son Political Action Committee, mais surtout qui s'engagent à respecter le premier et le deuxième amendement, donc sur la liberté d'expression et sur le droit au port d'armes, pour tous ceux-là qui le font, il y a la possibilité, quand on vient assister à un de ces événements, de gagner $1 million. Alors là, tes chances... C'est pas banal, là. C'est évidemment pas banal, c'est complètement... Tout dans cette campagne est hors gabarit, surdimensionné, pété, je ne sais pas comment le dire. T'sais, tes chances de gagner le million à l'Auto-Québec, et j'espère que nos amis de l'Auto-Québec ne m'en voudront pas, ne sont pas très, très, très grandes. Mais si tu participes à un rassemblement politique, puis mettons que M. Musk a beaucoup de succès et qu'il y a 20 000 personnes dans la salle... Non, une chance sur 20 000, c'est nettement meilleur que toutes les loteries, là. Et c'est ce qui s'est passé, puis je voyais la dame qui a remporté son million dimanche, qui frétillait, et plein de gens d'ailleurs qui viennent sans savoir qu'un million est en jeu. Alors on se dira que pour Musk, c'est pocket change, mais ça pose des vraies questions. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est une manière de faire de la politique assez... Quand on parle de retail politique, de politique au détail, là, c'est vraiment pas un détail, mais c'est au Québec. Convaincre en donnant des sous aux gens de venir se mobiliser. J'ai pas beaucoup de précédents. Sinon, qu'on peut dire que milliardaire pour milliardaire, Bill Gates a quand même confirmé avoir donné 50 millions à la campagne de Mme Harris, qui manque pas d'argent.
Au Québec, ça passerait clairement pas le test de Non, notre loi électorale très pointue. En terminant, alors, tu veux nous parler du sommet du BRICS, mais je pense que c'est pas, les gens sont pas, on connaît le G7, on connaît peut-être pour les gens moins familiers, le BRICS qu'il faut connaître parce que ça devient une nouvelle confrérie d'influence là, de pays dont le Canada est pas ami, là. Dont le Canada n'est pas ami, dont les États-Unis, la France. En fait, le G7 n'est pas tellement ami avec cette portion du monde, le Sud global, pourrions-nous dire, qui représente pour les BRICS. Alors, au départ, les BRICS, c'était le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. On a ajouté l'Afrique du Sud, pays africain riche, et il y a plusieurs nouveaux pays qui se sont joints à cette famille. L'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite qui devrait joindre l'Iran et l'Argentine qui avait accepté, mais qui, depuis l'élection de M. Milei, a dit « Moi, je préfère rester du côté mais le G7. trio de... Ben, en fait, le quatuor de départ des géants, là, sur 2 continents, le Brésil et Inde et Chine, Russie. Inde et Chine. Tu commences à avoir, en termes de population de la planète, tu commences à avoir du monde, là. 45 à l'horizon 2030, 35, 36, 37 du produit, pas intérieur, mais du produit national brut du monde. C'est au-dessus de ce que sera à ce moment-là le G7. Le G7 dans son ensemble. C'est une famille politique qui a évidemment des divergences d'opinion. Tout le monde n'est pas du tout à la même page. Les Indiens et les Chinois se sont à certains endroits des adversaires, mais qui se positionnent en disant le discours de l'Occident, le discours du G7 et des États-Unis en particulier, leur politique, c'est pas nécessairement la nôtre. Et pour Vladimir Poutine, qui reçoit tout ce monde à Kazan, c'est une manière de rappeler à tous d'abord qu'il n'est pas isolé. Le secrétaire général des Nations Unies sera sur place. Ça a été super critiqué, évidemment, du côté du G7. Le secrétaire général des Nations Unies représente plus de 180 pays, une association de pays qui choisit ensemble de travailler, de développer des infrastructures et qui représente 45 de la population mondiale, ne peut pas être boudé par le secrétaire général des Nations Unies. C'est hors de question. Le G7 a déjà été le G8, Stéphane. On n'a plus de temps, mais c'est peut-être une discussion qu'il faudra qu'on aille. Mais si le G7 devait redevenir le G8, puis je sais qu'au Canada, on vient d'avoir un conflit majeur avec l'Inde, mais tu sais, est-ce qu'on devait pousser l'Inde dans les bras de la Russie, de la Chine? Est-ce que pour l'Occident, c'est intelligent de faire ça? L'Inde qui est quand même une démocratie libérale, capitaliste, ou est-ce qu'on n'aurait pas dû, un pays qui devient le plus populeux du monde, dont l'économie se développe, la science s'y développe, la technologie, est-ce qu'on n'aurait pas dû essayer d'attirer l'Inde dans le giron du G8? En tout cas, pour moi, c'est une vraie question de géopolitique à long terme, là. Mais on n'a pas le temps. Mais en fait, si je te dis tout ça, oui. Très rapidement, c'est que ça se conclut demain. Nous en parlerons plus longuement parce que c'est un événement qui passe sous les écrans radars, qui est très important et qui témoigne de ce que la Russie est beaucoup moins isolée qu'on ne le pense, mais on ne nous le dit pas souvent à nous. Merci Stéphane. À demain. Ciao.